Jean-Luc Mélenchon, merci de nous recevoir dans votre quartier général. C'est la dernière ligne droite avant le premier tour. Demain, vous avez un nouveau meeting depuis Lille, un des derniers, mais dans lequel, grâce à vos fameux hologrammes, vous allez être en direct dans 12 villes en même temps. Oui. Alors, je crois que j'ai compris pourquoi vous avez commenté le meeting de Macron en disant que c'était un peu ringard comme mise en scène. Parce qu'il y avait des effets un peu surjoués, le feu d'artifice, on aurait cru Johnny. Bon, voilà, c'est de bonne guerre. Et vous, ce sera des hologrammes, donc dans Civil, vous êtes candidate de l'Union populaire, vous avez un programme économique et un programme social que vous avez développé, et écologique, vous avez développé par rapport à 2017. On va y revenir dans un instant. Mais il y a évidemment le grand sujet aujourd'hui, c'est l'Ukraine, c'est ce fameux massacre de Boutcha. Et vous avez eu hier des mots pour le condamner de façon très claire. Et vous avez fini par ces mots, ni oubli ni pardon. Et un certain nombre de vos adversaires ou de vos observateurs m'ont aussi dit ni oubli ni pardon pour vos déclarations sur les Russes en général. Et sur le 10 février dernier, l'OTAN est l'agresseur, les USA n'ont pas à annexer l'Ukraine dans l'OTAN. Dans le passé, Poutine va régler le problème syrien. L'Ukraine, les USA ne doivent pas intégrer l'Ukraine dans l'OTAN et les Russes ne doivent pas passer la frontière. Les Russes ont passé la frontière à 5h30 du matin. À 7h, j'ai condamné parce que je suis non aligné. Je sais que dans les médias, et vous et d'autres, vous êtes toujours alignés. C'est-à-dire est bon, est vrai, est sain, ce que font ou ne font pas les États-Unis d'Amérique. Moi, non. Comme c'est eux qui se trompent, je tape. Comme c'est les autres, je tape aussi. Je suis non aligné. Je suis depuis l'âge de 18 ans, quand les Russes... Pas un concept un peu dépassé? Non, c'est l'inverse qui est un concept dépassé et passéiste, parce qu'il fait survivre à la mentalité de guerre froide. Mais la Russie n'est pas communiste. La Russie est un pays capitaliste. Et il ne faut pas confondre une nation, un pays, avec son gouvernement, parce que sinon on ne parle plus à personne. Hein. Bon. Donc moi, je fais partie de ces gens qui ont ce niveau d'éducation ou de culture qui ne méconnaît pas ces réalités. Je vous ai dit, j'ai toujours été non aligné. Je condamnais les Américains et leur guerre au Vietnam, je condamnais les Russes quand ils entraient en Yougoslavie, et ensuite, si vous aviez été président... elle supportait qu'on finisse une phrase, on n'a pas tant de temps que ça. La question, c'est si vous étiez président en février dernier, est-ce qu'on aurait finalement aidé les Ukrainiens, armé les Ukrainiens et défendu les Ukrainiens? Peut-être pas, puisque vous étiez dans une forme peut-être de méfiance à l'égard de l'OTAN qui qui apparaissait comme un soutien à Vladimir Poutine. Ah oui, c'est ça. Mais moi, je ne traite pas de la réalité internationale à partir des besoins des gens comme vous qui faites de la propagande. Je le traite à partir des réalités. J'ai toujours dit, on n'annexe pas. Ça fait 10 ans que je le dis. Ça va mal tourner en Ukraine, ça va mal tourner. Personne ne m'interrogeait. Oh, Mélenchon, il exagère. Une émission à France Inter, on me dit, mais vous parlez au propre ou au figuré de guerre? J'ai dit, ça va finir par une guerre. Parce qu'on connaît la réalité. Mais ensuite, on pose des bases claires. L'Ukraine ne doit pas entrer dans l'OTAN, les Russes ne doivent pas passer les frontières. Qu'est-ce qu'il y a de plus contemporain? Ils ont annexé la Crimée déjà, hein. Ils avaient annexé la Crimée. La Crimée, j'ai protesté contre son annexion à l'époque, de même que j'ai protesté, mais pas les autres, contre la création de l'État du Kosovo, l'intervention militaire en Yougoslavie décidée par la seule OTAN, et pourtant c'était François Mitterrand. Moi, mon point de vue international n'est pas calé d'après mes affections, mais d'après un principe. Où est l'intérêt de la France? Il est d'être non aligné. Aujourd'hui, bat son plein une propagande qui rend aveugle à la réalité. La moitié de l'humanité, représentée par ces gouvernements, n'a pas voté la condamnation de la Russie. C'est gravissime. Si on ne se rend pas compte du nouvel ordre du monde et qu'on ne fait pas l'effort de convaincre, d'aller au-devant, en ayant des principes fermes, toujours les mêmes, en toutes circonstances, les mêmes principes. Pas quand l'un envahit, c'est sympathique, et quand c'est l'autre, c'est odieux. Il faut tout le temps avoir les mêmes positions. Et les Français doivent tirer des leçons de ce qui s'est passé dans cette guerre d'Ukraine. En particulier, toute l'Europe a été prise à revers. Et nous, Français, nous avons été pris à revers. D'abord, parce que nous étions incapables d'analyser correctement ce qui se passait. Les Américains nous ont donné des informations qu'on n'a pas crues. Oui, et puis très officiellement. Donc imaginez-vous pour des gens comme moi,
ce que ça pouvait faire quand des militaires de très haut niveau, quand la ministre, quand Zelensky lui-même disait « il ne faut pas dramatiser, c'est pas grave hein ». Donc j'en étais resté à une formule, à la date à laquelle vous la citez, il n'y a pas d'intervention militaire. Mais je demande qu'on comprenne bien quel est l'intérêt pour nous, Français, de ne pas être alignés. C'est de pouvoir parler au monde entier et de pouvoir, au cas par cas, dire à qui nous donnons raison, à qui nous donnons tort, sans donner l'impression qu'on est un bagage accompagné de l'armée américaine. C'est le cas aujourd'hui pour vous d'Emmanuel Macron. Bah, il est un bagage accompagné de l'armée américaine. Oui, la meilleure des preuves. Ah bah écoutez, je ne vais quand même pas avoir la cruauté de vous rappeler les scènes où Trump et lui se sautaient dans les bras, s'époustaient les épaules et compagnie. Et puis, madame, il y a le principe de réalité. C'est lui qui est président de l'Union européenne. Mais il parle avec Poutine c'est lui aussi, qui est président et avec Biden. C'est lui qui est président de la République française. Où ont lieu les négociations? Où? En Turquie. À Istanbul. Pourquoi c'est pas en Europe? Pourquoi c'est pas avec des Français? Les Turcs sont, sur le plan géopolitique, nos adversaires. Si vous aviez été président, elle se serait passée en France. C'est ce que vous dites, d'une certaine façon. Je me serais battu pour... Je ne leur fais pas le reproche. On ne maîtrise pas tout. Et la position de la France est compliquée par le fait qu'elle est précisément perçue comme un allié inconditionnel des États-Unis d'Amérique. Mais donc je ne lui en fais pas grief. Je constate qu'il y a un décalage entre la vision du monde telle que cela font les responsables européens et les responsables nord-américains et l'état réel du monde. Il y a donc une pente à remonter. Il faut redevenir un interlocuteur pour le monde. Et ça, bon, si vous voulez, on en trouve des prémices dans à la fois ce que faisait François Mitterrand ou ce que faisait le général de Gaulle, qui était capable de reconnaître, par exemple, le gouvernement de la Chine populaire et la Chine populaire, alors il était le seul au monde à le faire. Vous nous dites aujourd'hui, d'une certaine façon, la morale c'est une chose, l'intérêt de la France, la réelle politique, c'en est une autre. Ah non, pas du tout, c'est l'inverse que je dis. Je suis en train de dire que, suivant les circonstances, on peut avoir une appréciation morale, parce que précisément, le reste du temps, on en a une. Je veux dire que quand moi je condamne les crimes qui sont commis en Ukraine par une armée qui est d'une férocité, alors on appelle ça crime de guerre, la guerre elle-même est un crime, mais enfin, on veut dire que dans l'horreur, il y a des paliers. Vous le dites aussi, crime de guerre aujourd'hui? Bah, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui. Et est-ce qu'il faut du coup poursuivre, est-ce qu'il faudrait poursuivre Vladimir Poutine demain? Alors, bonne question. Mais ça devrait vous amener à raisonner sur les faits. Pour pouvoir envoyer Vladimir Poutine au tribunal pénal international, il faudrait que la Russie ait signé la Convention et il faudrait que les États-Unis aient signé la Convention. Ni l'un ni l'autre ne l'ont fait. Il y a quelque temps, on s'émouvait, à juste titre, du risque de guerre chimique. L'un et l'autre de ces deux pays ont signé la Convention contre les armes chimiques. Ils n'en ont pas démantelé une seule. En 1993, les Russes, notamment en Syrie, ne l'ont pas respecté, et pourtant, certains vous rappellent qu'en 2016, vous aviez dit « Poutine va régler le problème syrien ». C'était une des questions. Non, pas du tout. Je n'ai pas dit ça. Je m'exprimais à ce moment-là sur les convois d'essence qui alimentaient Daesh et qui partaient de Turquie. Ce n'est pas moi, Mélenchon, qui le disait, mais les opposants turcs qui se trouvent être mes amis et qui sont en prison. Et je disais, à ce moment-là, les Russes avaient bombardé ces convois, j'ai dit, ils ont réglé le problème. Est-ce qu'il faut Voilà, arrêter? non mais attendez, depuis, vous voyez ce qu'il y a d'insupportable dans une campagne qui a une dignité, c'est les citations truquées, les bouts de phrases, les accusations sans fondement. Vous êtes depuis tout à l'heure en train d'essayer de faire croire que je serais un ami de la boucherie russe par anti-américanisme. Mais ce n'est pas du tout mon point de vue, ça ne l'a jamais été. Combien connaissez-vous de gens qui aient protesté, dont vous, contre l'accueil de M. Poutine à Versailles? Moi, quand il a été accueilli chez M. le Président de la République à Brégançon, moi, c'est tout. Qui va à Moscou, rencontre la Chambre de commerce franco-russe et un opposant à Poutine? Moi. Mais par contre, le reste, Madame Le Pen, elle est en photo avec monsieur Poutine et elle en fait un tract. Mais on la laisse dormir tranquille. Tandis je ne crois pas qu'on la laisse dormir tranquille sur cette question, mais en tout cas... En tout cas, moi, je n'ai jamais été en soutien, si peu que ce soit, du gouvernement russe. Je ne l'ai jamais été. Est-ce qu'il faut arrêter? Et je proteste contre le fait que vous citiez des phrases qui sont des phrases coupées, amputées, pour faire croire à des positions qui ne sont pas les miennes. Qu'est-ce que vous dites sur des sanctions, pour conclure sur ce chapitre? L'Union européenne doit-elle arrêter de se fournir en pétrole ou en charbon auprès de la Russie, par exemple, pour montrer sa désapprobation vive face au massacre de Boutcha? Non, démontrer, ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est de frapper. Il faut frapper le pouvoir russe. Il faut donc le frapper avec efficacité. Et il faut le frapper, comme dans toute guerre,
à moindre frais pour nous. Le frapper, ça veut dire qu'il faut taper sur tout l'environnement des oligarques qui portent le pouvoir de M. Poutine. M. Poutine, il ne faut pas en donner une explication psychologique de son comportement. Elle est forcément politique. Il incarne quelque chose dans la Russie ultranationaliste d'aujourd'hui où les oligarques font la loi. Il est l'homme des oligarques. Et donc, frapper les oligarques, ça se fait, me dit-on, mais je ne peux pas prendre au sérieux le fait qu'on n'ait confisqué que 2 yachts et 30 possessions, immeubles et appartements. D'accord ? Non, il faut frapper plus dur, plus fort là au milieu. Après, le reste, ça s'évalue en connaissance de cause. Par exemple, la ministre écolo allemande dit si on éteint la lumière en Allemagne, ça ne va pas faire gagner la guerre en Ukraine. Bon, moi, je ne parlerai pas comme ça, mais je dirais qu'il faut utiliser les armes dont on peut se servir. Par exemple, si on coupe le gaz, d'où va-t-on en avoir? Car on a besoin de gaz. Bien. Si on arrête le pétrole, où va-t-on en prendre? Actuellement, on se prépare à en prendre, les yeux fermés sans se pincer le nez, le pétrole et le gaz de schiste des Nord-Américains, alors que dans notre pays, c'est interdit de l'exploiter parce que c'est considéré comme de l'écocide. Donc il vaut mieux continuer comme ça et essayer d'être plus efficace contre les oligarques, mais bon, c'est vrai que... Je termine ma réponse. Il va de soi que si c'est possible, il faut le faire. Tous les moyens de sanction qui peuvent être utilisés contre... Si c'est possible, c'est-à-dire d'arrêter le gaz, d'arrêter le pétrole et le charbon. Rendez-vous dans un mois, si je suis à l'Élysée, j'expliquerai quels sont les moyens, d'après les informations qu'on m'a données. Si on peut compenser les quantités de gaz qui ne viennent plus de Russie et qu'on peut les faire venir d'ailleurs, bah, on arrête. Et si il doit en être de même pour le charbon, on arrête. Et ainsi de suite. Il n'y a pas de limite qu'il faut se donner, autre que les inconvénients qu'on s'affligerait nous-mêmes. Bon. C'est comme ça, c'est le principe même de la guerre, hein, parce que si vous y allez les yeux fermés, tout le monde est mort. Bon, je sais que c'est horrible, mais un combat, c'est un combat. Et quand on combat pour gagner, pas pour faire des démonstrations dans les salles de rédaction, ni sur les plateaux de télé. Alors, la guerre, elle a justement des conséquences économiques, et notamment sur le prix des carburants, mais aussi sur le prix des denrées alimentaires. Vous proposez le blocage des prix de première nécessité et de l'essence à 1,40 €. Ça s'était fait sous le gouvernement de Michel Rocard pendant la guerre du Golfe. Ça avait duré 5 semaines. Est-ce que c'est crédible à moyen terme? Bah, c'est un peu comme arrêter le pétrole et le charbon. Ça, c'est crédible. Vous n'en savez rien, mais vous le proposez quand même. C'est pas moi. Non, mais vous me dites, est-ce que... Bon, attendant, c'est ce qui se fait. Bon, est-ce que c'est crédible? C'est pas encore fait. Non, bien sûr que c'est pas encore fait. Et pour cause, ils n'en savent rien. Ils parlent et puis ils regardent. Bon, là, c'est pareil. La coupure du prix, est-ce que c'est crédible? Ben oui, parce qu'on l'a déjà fait. Est-ce que vous connaissez un fournisseur... À moyen terme. Est-ce que vous pouvez le faire pendant de longs mois ou de longues années? Qui parle de longs mois ou de longues années? C'est maintenant que les gens sont pris à la gorge, c'est quand même de ça dont il faut partir. Est-ce que oui ou non les gens sont pris à la gorge? Oui, ils le sont. Donc il faut libérer, leur permettre de respirer. J'ai proposé 2 moyens. Nous pouvons décider. 1, de bloquer les prix. Bien, premier truc. Est-ce crédible? Oui, c'est crédible, on l'a déjà fait. On l'a fait 5 semaines, est-ce que c'est crédible? 6 semaines. Essayons. Mais avant ça, j'ai autre chose à proposer, parce que 5 semaines, ça fait un peu plus d'1 mois. C'est plus de temps qu'il n'en faut pour proposer à l'Union européenne, à une réunion du Conseil, que toute l'Europe ait un prix bloqué de l'essence. Quel est le fournisseur au monde qui va dire non, je ne fournis plus de pétrole et d'essence à 450 millions de consommateurs? La première puissance matérielle du monde, c'est l'Union européenne. Bien. Donc ce n'est pas possible. Est-ce possible de proposer un prix unique? Interrogeons. Il y a un prix unique de l'électricité qui est une catastrophe pour les Français, puisqu'il est évalué, ça s'appelle prix de gros, sur le prix que coûte l'électricité dans l'usine qui fonctionne le moins bien et marche au gaz. Donc on pourrait avoir un prix unique de l'essence pour toute l'Union européenne. Pourquoi ne l'a-t-on jamais proposé? Voilà votre suggestion, c'est clair. Dans votre programme général économique, j'ai entendu des économistes dire c'est le modèle de l'Argentine. Je m'explique, c'est-à-dire une croissance, parce que vous faites une relance par la demande, c'est-à-dire que vous augmentez le SMIC, vous augmentez un certain nombre d'aides, vous augmentez les salaires pour les fonctionnaires. Bon, donc c'est la demande des consommateurs. Mais à partir de là, au début, il y a de la croissance, et ensuite, il y a de l'inflation et des taux d'intérêt qui montent. Et l'Argentine, c'est un des exemples dans lesquels l'État a finalement fait faillite. Est-ce que ça n'est pas le risque de votre programme économique? Je vous propose d'aller le dire aux 40 économistes qui sont des enseignants dans toutes les grandes universités françaises et qui ont produit ce plan avec moi.
Il y a des écoles de pensée dans l'économie. Il n'y a pas une loi de la nature économique, ça n'existe pas. Nous comparer à l'Argentine est évidemment aussi malveillant que c'est possible, et je comprends que c'est quand même caricatural, comparer l'économie française à l'économie argentine. Non, le gouvernement auquel je pense est un gouvernement qui va faire un effet de relance par des investissements, surtout des investissements matériels. Il va dépenser 250 milliards de plus. Et ce mécanisme, produisant des cotisations, des impôts, des taxes et des recettes, produit à la sortie, au total, avec un coefficient multiplicateur, 2067 milliards. D'accord ? Donc, pardon, excusez-moi, 267 milliards. Donc, nous sommes gagnants de 17 milliards. Est-ce possible? Oui, cela a déjà... Et vous savez comment on a calculé ça? Pas dans mon bureau avec mes copains, avec le modèle économique de la Banque de France, en faisant rentrer nos chiffres. Voilà comment la boucle est vertueuse. Ça fait 18% d'augmentation de la dépense publique. Alors on peut dire ça fait beaucoup. Mais oui, attendez, pourquoi n'a-t-on jamais dit... Je vais vous citer Guillaume dit... Dival, qui est un économiste d'Alternative économique, c'est un journal de gauche, qui a dit que votre programme était trop coûteux, qu'il allait augmenter les dépenses publiques de 10 points et les impôts de 8 points. Non, mais d'abord, Guillaume Duval n'est plus rédacteur en chef d'Alternative économique, il travaille pour la Commission européenne. Alors disons que ça peut avoir une influence sur son jugement. Ce que je peux dire, c'est que le niveau de la dépense que nous proposons, c'est plus 18%. Lorsque M. Chirac était président de la République, il l'a augmenté de 21%. Par conséquent, je propose que quand on s'adresse à moi et qu'on examine mes plans, on fasse autre chose que de coller bout à bout tous les critiques de gens qui sont de parti pris, mais qui ne regardent pas si objectivement ce que je dis a une chance de fonctionner ou pas. Et en particulier, dans mes comptes politiques, je n'ai jamais pris en compte les économies que nous ferions sur le malheur. Je vous donne un exemple. Le plan sur la malbouffe, qui va réduire les productions de sucre dans l'alimentation, de sel, etc. Nous ferons des économies en matière de santé, par exemple, de sécurité sociale. 50 milliards de coûts à la Sécu. Je ne les ai jamais comptés. Ce serait formidable. Vous voyez que c'est possible. Donc, si vous voulez, il faut se garder de la mauvaise habitude, dès qu'on voit un homme de progrès ou qui veut s'intéresser aux besoins des gens, de penser qu'il est irresponsable de vouloir s'occuper des gens. Parce que si le contraire était si responsable, comment se fait-il qu'on serait encore aujourd'hui à un tel niveau de souffrance et de maltraitance sociale ? Aujourd'hui, la pauvreté a augmenté, c'est tout à fait incontestable. En revanche, le chômage a baissé et le commerce extérieur est encore beaucoup trop déficitaire, la dette est encore beaucoup trop élevée, et vous proposez du coup de demander à la BCE d'annuler la dette. Non, ce n'est pas ce que je propose. Alors, le chômage n'a pas baissé. Les contrats de travail sont de plus en plus limités. Et quand on prend les statistiques du Bureau international du travail, qui pose des conditions extrêmement rigoureuses, il faut être immédiatement disponible et se voir proposer un emploi. Bon. Toutes les autres catégories, B et C, ceux qu'on fait moins de 72 heures, ceux qu'on fait un peu plus de 72 heures, mais pas tant, sont toutes en augmentation. De même que 80% des offres d'emploi sont des contrats à durée déterminée, parfois de moins d'un mois. Donc, si vous voulez, c'est pas que ça m'ennuie d'entendre de la propagande pour le gouvernement, mais c'est surtout de voir à quel point c'est blessant pour les gens. Parce que les gens qui cherchent du boulot et qui n'en trouvent pas, voyez-vous, c'est une manière de leur dire, si vous n'en trouvez pas, c'est de votre faute. Et c'est pourquoi je ne l'accepte pas et pourquoi je relève. Ensuite, s'agissant de la dette, il est certain qu'elle a été creusée d'une manière tout à fait incroyable par des présidents qui n'étaient pas d'union populaire. Hein. C'est pas moi qui ai créé la dette. Et par le quoi qu'il en coûte pendant le Covid. Nationaliser, comme ça a été fait, la main-d'œuvre pendant 1 mois et demi. Et le plus curieux est que la somme qui a été mise, 240 milliards, qui ont été mises pour permettre cette opération, on la retrouve, c'est sans doute pas la même, hein, mais pile poil le même chiffre dans l'augmentation de la fortune des milliardaires de ce pays et des très très grandes entreprises. Et c'est vrai qu'au bout du cycle, il y a 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions. Pardon, mais ce sont des chiffres tellement choquants qui mériteraient mieux que de la gouaille à mon égard. Peut-être faut-il s'interroger sur les mécanismes qui conduisent à de telles aberrations. Quant à la dette, voici ce que je dis textuellement. Il faut ouvrir une discussion avec la Banque centrale européenne pour que les titres de dette qu'elle possède, qui sont des titres de dette sur les États, donc là, il n'y a plus de prêteurs, il n'y a plus de financiers, il n'y a plus de banques. C'est la Banque centrale européenne et les titres d'un État. Toutes celles qui correspondent à la crise Covid, que cette dette soit annulée. C'est techniquement possible sans que cela coûte 1 euro à qui que ce soit.
Alors maintenant, bon, vous me direz, avec l'inflation, une partie de cette dette est en train de s'user toute seule. Mais est-ce que c'est ça que nous voulons? Alors, c'est une des solutions. Alors, il y a la guerre, rembourser la dette, l'hyperinflation ou l'annulation. Il n'y en a pas 50 dans l'histoire. Donc, il faut choisir là-dedans. Moi, je choisis la voie pacifique, tranquille, méthodique et maîtrisée. On a tout aujourd'hui. On a la guerre, on a l'inflation. Ben, il y a des tas de pays qui ne paieront jamais leur dette, dont les Français. Alors, ça sert seulement... Si vous voulez, la dette est à un tel niveau que vous ne pouvez pas imaginer qu'elle soit un jour remboursée. Donc, comme me l'a dit une fois M. le maire, il m'a dit, mais n'ayez pas de souci, la dette, elle est perpétuelle. Pourquoi? Parce que quand un titre de dette arrive à échéance, on réemprunte pour rembourser le titre en question. Alors, mais franchement, est-ce que c'est un mécanisme? À quoi il sert ce mécanisme? À nous mettre dans la main des agences de notation et des banques qui prêtent. Jean-Luc Mélenchon, pourquoi vous n'avez pas fait baisser Marine Le Pen? C'était parmi vos projets, je dirais, depuis 2017. Dans son électorat, il y a plus de catégories populaires. Vous voyez pas encore une autre calamité à m'attribuer? Pourquoi je n'ai pas réussi à arrêter la pluie mais parce et la neige? Parce que vous faites partie de ceux qui avaient décidé. Emmanuel Macron aussi avait dit qu'il allait le faire. Il n'y est pas arrivé. Mais vous aussi, en vous adressant aux couches populaires, finalement, vous en avez convaincu un certain nombre, mais elles aussi les attirent et elles aussi les rassemblent. Alors qu'est-ce que vous leur dites? Mais ça s'appelle la démocratie, madame. Que voulez-vous je Mais on est dans campagne. Il y a 20 ans de ça, je proposais d'interdire le Front National. Il était à 8%. Et je trouvais ça horrible. On m'a dit, mais non, on va y arriver autrement. Tes méthodes sont trop brutales. Très bien, on n'est arrivé à rien. Et on en est là où on en est. Ça s'appelle la démocratie. Il fallait l'interdire. Si madame Le Pen gagne les élections présidentielles, elle sera présidente de la République française et vous aurez à en souffrir comme moi. Voilà. Ça s'appelle la démocratie. Donc, je me suis battu. J'ai obtenu de beaux succès. Je vous signale que si je n'y avais pas été avec les Insoumis, puis avec l'Union populaire, où en serait-on aujourd'hui? Il n'y aurait même plus de gauche dans ce pays. Alors, c'est quand même des réalités qu'il faut prendre en compte. Mais après, ben voilà, on mène des batailles, on les gagne, on les perd, que voulez-vous que je vous dise? Alors, la gauche, justement, vous leur dites finalement, votez pour moi, et d'ailleurs vous montez régulièrement dans les sondages au point d'être en capacité possible d'être au deuxième tour. Vous leur dites voter pour moi, je pourrais représenter cette gauche-là, mais ils vous disent, mais ça fait 5 ans. Qu'avez-vous fait de ces 5 ans? Vous n'avez pas conquis de ville, vous n'avez pas rassemblé, vous n'avez pas créé un grand parti de gauche à la Mitterrand. Vous nous avez, disent les partis de gauche, vous les avez maltraités, pas considérés, et donc ils disent, et pourquoi alors voter aujourd'hui pour vous? Bon, c'est un tableau... D'abord, nous avons créé un grand mouvement. Sauf erreur, c'est bien lui qui est en tête. Oui ou non? Mais il n'est pas rassembleur des autres. Vous avez quand vous regardez la liste de l'Union populaire du Parlement, vous trouvez que ce n'est pas rassembleur. Vous dites vous-même... Quand vous voyez la masse des gens qui appellent à voter pour moi de tous les horizons, ce n'est pas rassembleur. Ben écoutez, tant pis, je n'y peux rien. Non, mais vous avez dit vous-même, nos voix ne s'additionnent pas. Nous sommes trop différents, nous ne sommes pas d'accord sur des choses fondamentales. Pardon, de quoi vous parlez? J'ai retrouvé une phrase. On n'est pas d'accord sur des choses fondamentales, nous ne nous additionnons pas. Oui, ben c'est un fait qu'on s'aperçoit qu'on ne s'additionne pas. Vous savez, j'ai eu à faire appel en moi à beaucoup de constance. D'abord parce qu'il me fallait rencontrer des arguments comme les vôtres, qui sont des rassemblements de tout ce qui traîne comme mauvaise pensée à notre égard, mais surtout, il y a quelque chose de terrible. Vous voyez, quand il y a eu une liste de la gauche dans les Bouches-du-Rhône, tous les autres se sont mis d'accord pour dire les insoumis dehors. Pas un jour, nous n'avons récriminé ou montré du doigt. Je viens de traverser une campagne dans laquelle il n'y a pas une injure qui m'ait été épargnée. Je n'ai jamais répondu. Pourquoi? Oh, c'est pas que la langue ne m'ait pas piqué plus d'une fois, mais c'est parce que je me suis dit, si je m'abaisse à ça, je vais encore plus désespérer ceux que je veux représenter, qui vont se dire, regardez, ils sont incapables et en plus ils se disputent. Donc jusqu'au bout, je tiendrai mon cap. Et je vous redis ce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises, quand ils n'ont pas voulu de ma proposition de Front populaire. Puis que j'ai dit, si je suis au deuxième tour, bienvenue à tous ceux qui veulent nous aider à avoir la majorité au deuxième tour et gagner l'élection présidentielle. Ce qui veut dire que dans cette hypothèse, on peut imaginer qu'il y ait des ministres écologistes, des ministres communistes dans un gouvernement de l'Union populaire. Que puis-je faire de mieux? Ça c'est clair, ça c'est clair. Ça l'a toujours été, depuis le début. Ça fait des semaines que je dis ça, mais c'est comme ça. Oui,
Mais bon, il y a des désaccords sur le fond, sur l'Ukraine, Oui. sur d'autres sujets. Non, sur l'Ukraine, il n'y en a pas, puisqu'à la fin, tout le monde aboutit au même résultat. Ah, sauf si on veut que j'envoie l'armée française en Ukraine, alors là, la réponse est non. Mais pour le reste, je ne sais pas de quoi on parle. Bon, c'est des accusations comme ça lancées en l'air. Si, il y a une divergence sur le nucléaire avec les communistes, mais elle n'est pas d'aujourd'hui. En 2012, quand nous avons fait Front commun, le front de gauche, il y avait déjà cette question. Je suis pour arrêter, sortir du nucléaire. Ils sont pour y rester. Et bon, on n'est pas d'accord. À l'époque, on avait dit, bon, faisons un référendum. Et souvent, j'ai répété, je suis prêt à le réorganiser. Pourquoi? Parce que je m'aperçois que c'est dans toutes les familles politiques qu'il y a des gens pour, qu'il y a des gens contre. Le débat prend des fois un aspect complètement passionnel, alors qu'il s'agit de questions rationnelles à traiter. Donc je ne suis pas gêné par cette divergence-là. Après, il est clair que je ne vois pas bien où sont les lignes de découpe. Avec les socialistes, oui, c'est clair, ils l'ont dit et répété sur tous les tons. Bon, bah voilà, c'est comme ça, ils veulent pas, ils veulent pas. Et puis, ils sont extrêmement déconsidérés dans les milieux populaires et bon, souvent ça crée problème. Un petit mot sur Emmanuel Macron. Vous êtes content qu'il vous ait emprunté la planification écologique? Oui, mais j'ai l'habitude, à la précédente présidentielle, c'est Mme Le Pen qui, entre les deux tours, s'était mis à parler de planification écologique, on avait bien ri. Mais oui, je pense qu'il doit être maintenant, comme à peu près tous les gens raisonnables, convaincu qu'on ne peut pas faire bifurquer une économie aussi dense que l'économie française, simplement avec des mesures d'encouragement fiscal toutes les semaines. Il faut planifier, prévoir, parce que c'est changer les machines, changer les formations, changer les matières premières, déposer des installations, en créer d'autres. Donc tout ça, ça s'organise. Sinon, c'est le chaos. Et ce n'est pas le but, le chaos. Hein. Un mot aussi sur ces électeurs de gauche. Ils se disent, même si on vote Mélenchon au premier tour, est-ce qu'il nous assure qu'il fera voter contre Marine Le Pen au deuxième tour? J'ai eu un petit lapsus. Est-ce qu'il nous assure qu'il fera voter vraiment contre Marine Le Pen au deuxième tour? Mais je ne sais pas de quoi vous parlez, parce que là, on parle du cas où les gens votent, et dans ce cas-là, je suis au deuxième tour. Enfin, vous connaissez comme moi les mathématiques. Oui. Donc, si ces gens ceux qui s'interrogent, voter... puisqu'il nous reste 5 jours, il y en a qui disent on ne comprend pas très bien, on a entendu des consignes qui sont pas une voix pour l'extrême droite. Enfin, c'est Adrien Quatennens qui a dit on ne dira pas une voix pour l'extrême droite, et en même temps, nous ne dirons certainement pas de voter Macron face à Le Pen. Et donc, il y a une question. Qu'est-ce qui se passerait? Et donc, ces électeurs de gauche se disent, qu'est-ce que vous ferez? Eh bien, c'est aussi simple que la dernière fois où j'ai été accusé de ne pas avoir pris position, alors que le soir même... Vous ferez la même chose. J'ai dit pas une voix pour l'extrême droite. Et ensuite, je vais vous dire, madame, vous vivez dans l'ancien monde. Vous en êtes une composante, où on donne des ordres, des consignes, et puis l'électeur, vin bétail, circule au sifflet. Ça n'existe plus, tout ça. Je peux dire ce que je veux, ce qui compte, c'est ce dont je suis capable de convaincre. D'abord, qui suis-je? Le candidat d'un mouvement... Dans l'ancien monde, un leader responsable guide aussi ses troupes. Oui, mais je sais, les troupes et tout ça, mais ça n'existe pas. C'est extrêmement vil, en plus, comme vocabulaire. Non, d'abord, qui suis-je? Le candidat porté par un mouvement, le mouvement insoumis. Mais j'ai dit, je suis candidat si je suis parrainé par au moins 150 000 citoyennes et citoyens. Je le suis par 320 000 personnes. Ces 320 000 personnes sont responsables politiquement de ma candidature. Ils sont donc responsables des consignes pour le deuxième vote. Par conséquent, nous allons ouvrir, comme on l'a fait la dernière fois, et on va dire qu'est-ce qu'on fait au deuxième tour. Peut-être qu'on pourra même pour moi. C'est pour vous dire à quel point nous en sommes, parce que notre relation à la masse de ceux qui votent pour nous n'est pas une relation de commandement. C'est une relation de conviction. Et je vais vous dire que je ne me laisserai pas happer au fouet, parce qu'il faut dire ceci ou il faut dire cela, pour être accepté par la bonne société, pour laquelle je n'ai plus depuis fort longtemps maintenant autant d'estime que j'ai pu en avoir quand j'étais plus jeune, et ça comptait pour moi. Je ne prends plus tout ça au sérieux. Alors, je ne peux pas le prendre au sérieux. Si quelqu'un est capable de croire qu'il suffise que je dise une chose pour qu'elle ait lieu, je ne peux plus rien pour lui, parce que ce n'est pas le 21e siècle. Dernière question, et très très brièvement. J'ai cru comprendre que vous disiez que si vous n'étiez pas élu, il y aurait ensuite des troubles, des manifestations, des blocages. Je ne fais pas une carrière, moi, à mon âge. Donc je suis absolument tendu vers l'objectif. Et je n'ai de place que pour ça en moi. Je ne suis pas en train de calculer si, ce... Enfin,
ça n'existe pas. Moi, je pense que un deuxième tour qui m'opposerait à M. Macron ou à Mme Le Pen Merci. serait un beau débat pour la France et qu'il retentirait loin. Voilà, bon, après, il faut accepter la démocratie, Merci. le peuple est souverain. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé cet entretien.